Bonjour, je vous présente ces deux ouvrages. Charles Beaulieu, Histoire de l'orthographe française, tome 1er, Formation de l'orthographe, des origines au milieu du XVIe siècle. Et tome 2, Les accents. La langue gauloise disparut assez lentement devant le latin vulgaire, qui s'était implanté en Gaule depuis la conquête de César. Puis viendra la barbarie, et dès le milieu du 8e siècle, on constate une amélioration, marquée quant au style et à l'orthographe des écrivains de chancellerie. Le mouvement commencé sous Pépin et Carloman devait aboutir avec Charlemagne, qui réalisa une véritable renaissance des études classiques, comprenant une réforme de l'écriture, de la prononciation, de l'orthographe et de la grammaire. Vers le milieu du 8e siècle, la réformation de l'église de la Gaule, accomplie par les Irlandais et les Anglo-Saxons sous les premiers carolingiens, se traduisit d'abord par une amélioration de l'enseignement élémentaire, sous l'influence de la réforme accomplie par Boniface. Au Xe siècle, la prononciation des érudits a conservé en grande partie la prononciation traditionnelle. Le latin était étroitement lié à la langue vulgaire que les clercs, jusqu'au IXe siècle, n'avaient écrit qu'avec la langue savante, écrivant désormais l'un et l'autre, et très voisines encore, celles-ci réagissant l'une sur l'autre. Le latin emprunte sa prononciation au roman, qui en retour modèle gauchement tout d'abord sa graphie sur celle du latin. Mais peu à peu, la graphie du roman se dégage en partie de cette imitation et se simplifie beaucoup en se rapprochant de plus en plus de la prononciation. Après les ténèbres du Xe siècle, le XIIe, avec l'Église en tant que corps, restait étrangère aux chansons de geste. Elle est tolérée, il est vrai, tandis qu'elle réprouvait les jongleurs à cause de leurs mœurs dissolues, sauf ceux qui chantaient la vie des saints. Ce sont les clercs qui écrivaient les chansons de geste et non les couvents. La graphie française créée au IXe siècle par les prêtres semble suivre le latin de plus près que celle des copistes de chansons de geste qui, tout en s'inspirant du latin, se rapprochent le plus possible de la prononciation. Ce sont les jongleurs directement intéressés à perfectionner l'orthographe qui ont peu à peu élagué tout ce que les premiers écrivains avaient laissé de superflu, créant ainsi une graphie faite pour l'oreille et non pour l'œil, qui devait laisser dans la mémoire du jongleur des sons. Le scribe emploie la nouvelle prononciation du latin, qui a une conscience plus nette de la valeur des différents sons, qu'il note maintenant la plupart des diphtongues. Suit toujours de près le latin, mais n'hésite pas à retrancher les lettres latines, qui avaient cessé de se prononcer, et à en ajouter là où la prononciation l'exige. La préoccupation de reproduire la prononciation, nous la retrouverons au XVIe siècle chez les poètes, Ronsard en tête, et chez Baïf, inventeur d'un système phonétique avec Ramus, qui a copié en grande partie. Les odes étaient faites pour être chantées. Ce sont les écoles de jongleurs qui ont créé cette orthographe si simple que nous pouvons envier aujourd'hui. Si les scribes l'auraient fait, cela aurait été différent et corrompu à plaisir. Puis vint une période d'envahissement des consonnes superflues qui a mené à un avilissement complet des consonnes et qui a puissamment favorisé l'empirisme et a été une des principales causes de la dégradation de notre orthographe. Ce changement radical s'est produit sans que les copistes des chansons de geste y soient pour rien. L'orthographe des praticiens, le développement des services publics, la chancellerie, la justice. Le procès par écrit jusqu'au XIIIe siècle, la procédure est publique, orale, et n'emploie la preuve que par conjurateur. L'introduction de l'écriture dans l'instruction constitua proprement le procès par écrit, début du XIVe siècle. La pratique du Châtelet, 1302, gagna peu à peu toute la France. À mesure que l'instruction se répand, les actes en latin se font plus rares. De l'université toute latine, le français était complètement proscrit. À l'église, les prêtres prononcent leurs sermons en français, mais les publient en latin. Le français s'introduit dans les écritures en pays de langue d'oïl, en partie car on manquait de scribes, sachant le latin et la royauté, malgré son désir de faire triompher le français, et avait besoin de conserver le latin compris par les lettrés de tout le pays. On s'applique ainsi à écrire aussi un latin que tout le monde put comprendre, et cela aura une répercussion capitale, XIIIe jusqu'au XIVe siècle.
Le latin devenait un espéranto et l'Église revenait au latin. Ce fut seulement au XVIe siècle que l'autorité royale entreprit de faire définitivement prévaloir le français dans toutes les juridictions royales. Quant aux juridictions ecclésiastiques, ce ne fut qu'en 1629 qu'une disposition du code Michau leur fit défense d'employer le latin. Graphie des premiers textes français, serment de Strasbourg à Eulalie. Au XIVe siècle, l'université de Paris contribue indirectement à la propagation du langage parisien. Les étudiants profitaient de leur séjour pour apprendre le langage poli de Paris. Depuis le milieu du XIVe, la chancellerie expédie rarement des actes en latin. La langue du palais était la langue officielle de toute la France, oil et hoc, remplaçant les dialectes. Les greffiers introduisirent dans les mots des quantités de consonnes superflues pour satisfaire à l'ordonnance qui fixait pour chaque ligne un nombre minimum de lettres, rendant ainsi responsables d'une étrange graphie par leurs praticiens. Les clercs étaient abandonnés à leur écriture française. Bazoche réglementait tout et dut régler les coutumes orthographiques des praticiens. Ces principes sont connus et exposés par Maigret et Pelletier. L'orthographe nouvelle se répandit rapidement en province, et cela d'autant plus facilement que tous les dialectes, comme le francien, avaient pris modèle sur le latin. On enseignait aux enfants les coutumes empiriques et non des principes savants. Avec chaque génération, l'orthographe se dégradait davantage. Les traducteurs introduisirent à flot des mots latins. Au XIIe siècle, l'écriture est belle, simple, ainsi que l'orthographe. Au XVe siècle, nous avons une mauvaise graphie en même temps qu'une écriture affreuse. Au XIe, point sur les i et les accents. Les noms sont appelés surnoms et ont une minuscule, le prénom ayant une majuscule jusqu'au XVIe siècle. On abuse de l'y. La phonétique de l'ancien français subit encore dans le cours du XIIIe quelques changements profonds. Des copistes négligents remplacent parfois z par s. L'y remplace le i. Les sons du haut latin se modifièrent presque tous. La loi de réduction des groupes des consonnes étend de plus en plus son action. On ne trouve plus guère de consonnes superflues que dans les mots d'emprunt, ainsi que dans les mots du fond ancien qui étaient très voisins du latin. Au XIVe siècle, le mal s'étend. Les consonnes superflues gagnent surtout les mots courts que l'on cherche à distinguer de leur homonyme. Au XVe, l'abus est porté à son comble. Les lettres non prononcées deviennent un peu plus nombreuses. La graphie des gens de justice subit d'une façon fâcheuse l'influence du voisinage du latin. On trouve des exemples du doublement de toutes les consonnes dans les mots français d'après l'orthographe latine, mais on double par fausse analogie un grand nombre de consonnes qui sont simples dans les mots latins correspondants, par pur abus. Les finales n'ont plus de valeur syntaxique et presque plus de valeur phonétique, qui ne sont plus intangibles, mais au lieu de les supprimer comme dans la période précédente, on les modifie, ou on ajoute même pour raison de distinction particulière dans les mots courts. On peut mesurer le mal mais fait par les praticiens dans l'espace de 3 siècles. L'instrument délicat créé par les copistes des écoles de jongleurs était en devenir une orthographe grossière, savante en apparence, seulement car ceux qui l'avaient ainsi déformé n'avaient que de vagues lueurs du latin, qu'ils avaient ordre de prendre comme modèle empirique. C'est néanmoins cette orthographe que Robert Estienne défendra et fera triompher. En 1470, sortait des presses de la Sorbonne le premier ouvrage imprimé à Paris, les lettres d'un humaniste italien, Gasparin de Bergame. Vers 1530, les impressions gothiques étaient tout à fait sur le déclin. Une révolution était en train de s'accomplir sous l'influence d'imprimeurs humanistes, comme Geoffroy Tory, humaniste professeur, enlumineur, graveur, libraire et imprimeur. Résultat fécond de l'alliance de l'humanisme avec l'imprimerie. Remplacement des caractères gothiques par les Romains et invitation aux savants à régler notre langue sur le modèle du latin. Tory était guidé par l'amour du beau et du bien et voulait être utile à ses compatriotes, même les plus humbles. Ses élèves aussi remplacèrent les disgracieux caractères ronds et cela influença l'orthographe. C'est à l'occasion des guerres d'Italie que les Français nouèrent des relations avec les humanistes et qu'ils furent initiés à la prononciation italienne, influence au point de vue de la morphologie. Ainsi qu'on écrivait plus grand avec un T, mais grand avec un D, car on disait maintenant au féminin grande, on n'écrivait plus l'art, mais l'art avec un D, d'après lardé et lardum, de toute façon ramené au latin.
Le premier traité d'orthographe de Robert Estienne préparait son dictionnaire latin en 1529, édité à Paris. Jean Saint-Denis, érudit, et publia ainsi un art poétique latin chez Estienne, qui lui travailla sur des dictionnaires et sa grammaire. Il était le premier à faire un inventaire de notre langue et suivait le plus possible l'orthographe latine, rigueur. Il se garde bien de supprimer les lettres superflues des mots populaires, afin de conserver dans la graphie l'accord qui était brisé entre la prononciation des mots populaires et celle des mots d'emprunt. Savant, il régularise les habitudes des praticiens en ne prenant que celles qui évitent des équivoques de lecture. Les partisans des praticiens s'appliquèrent à suivre son exemple et suivre le latin. Au XVIe siècle, il y eut une lutte entre la prononciation du peuple et la prononciation savante qui favorisa singulièrement la graphie traditionnelle. Cette lutte n'est d'ailleurs pas terminée aujourd'hui. La principale préoccupation d'Estienne fut de garder dans tous les mots savants ou populaires les lettres qui rappelaient leur parenté, harmonie dans son dictionnaire des mots d'une même famille. Cette graphie, si défectueuse avec ses apparences de science, l'a emporté sur l'orthographe des réformateurs du dictionnaire d'Estienne. On passe au dictionnaire de l'Académie pour finir dans l'usage. Estienne se rendait lui-même compte des lacunes de son dictionnaire. En 1635, l'Académie se constituait et songea à faire un dictionnaire purement français et non français-latin comme Estienne. Ce projet aboutit en 1694. Date de la première édition, à l'époque de Ronsard, suivi par toute la Pléiade, sauf du Bellay. Il y avait deux graphies, une pour la poésie, qui supprimait les consonnes superflues et avec les accents, et une autre, la traditionnelle, pour la prose. Les imprimeurs des Pays-Bas, comme Plantin, fit faire des progrès à l'imprimerie et à l'illustration des livres, s'intéressa à la question orthographique, orthographe simplifiée dans les pays flamands où le français était appris par beaucoup de personnes dont il n'était pas la langue maternelle. Publia en 1557 le vocabulaire français flamand. L'Académie aura une orthographe traditionnelle et savante, mais l'usage l'emportera sur l'étymologie, usage caprice car variable. Bossuet demandera que l'on tâche de rendre autant qu'il se pourra l'usage uniforme et de le rendre durable. D'Estienne regroupait les mots par famille et cela était mal accueilli. Et les réimpressions faites en Hollande avec l'agrément de l'Académie rétablira les mots dans l'ordre alphabétique absolu. Et cela subsista dans les éditions ultérieures. L'Académie ne veut pas de l'accent grave prôné par Corneille et se contente d'écrire avec l'accent aigu, après. L'Académie a suivi presque en tout le système d'Estienne, en l'exagérant parfois. L'Académie adopte l'orthographe d'Estienne et peu à peu une partie des réformes préconisées par Ronsard. Notre orthographe, à toute époque, a été rapprochée du latin et c'est un avantage. Cela lui donne une certaine unité et cela permet à celui qui n'a pas étudié l'ancienne langue de ne pas être trop dépaysé en face des textes de toutes les époques. Mais on a eu tort de conserver les souillures introduites par les praticiens. Il serait logique, si l'on voulait procéder à une réforme orthographique modérée, de reprendre en tenant compte des modifications subies par la prononciation la bonne tradition des copistes des chansons de geste. Introduction de l'accent aigu par Estienne, le cédille par Tory. Les accents en français apparaissent au XVIe siècle. Ces signes remontent à l'écriture grecque, Homère et même aux grammairiens d'Alexandrie. Aristophane de Byzance introduit les accents dans l'écriture grecque. À l'époque d'Auguste, réforme de l'orthographe latine, sont notées les voyelles longues. À partir de l'époque carolingienne, on voit apparaître quelques signes, début du IXe siècle. À tort, on attribue à Pierre Lefebvre ou Fabry les accents en français, mais c'est Geoffroy Tory. Et c'est Estienne qui emploie l'accent sur des mots de modèle latin. Apostrophe et tréma sont de Silvius et de son système. Montfleury expose l'usage de l'apostrophe et adopte la cédille. En 1540, un ouvrage copia et éclipsa le précédent. C'est les accents de Dolé. Plagiat de Brifus Doctrine qui ne fut réimprimé alors que l'opuscule sur la ponctuation et les accents le sera plusieurs fois. On préconise l'emploi du tiré dans une édition de la Brifus Doctrine, modifiée par un auteur anonyme. On raconte que François Ier, pour tromper l'ennui de sa captivité à Madrid, se faisait traduire et lire des romans.
et la France pour l'Europe entière partagèrent cet engouement. Ainsi, les livres de l'Amadis, attendus impatiemment, furent lus avidement sans lasser la curiosité populaire. L'accent circonflexe est préconisé par les théoriciens, sur le haut exclamatif. L'accent grave n'est pas placé encore sur la préposition. Les phonéticiens apportent une nouvelle conception de l'accent. L'apostrophe est un usage plus étendu, Maigret. Il expose une théorie des accents. Ronsard est un partisan convaincu de la réforme de Maigret, en fait plus assébillé, mais il ne pouvait l'avouer, lui qui renouvellerait la poésie, qu'il devait quelque chose aux théoriciens attardés de l'école de Marot. Ces innovations étaient irrégulières et capricieuses, car Ronsard écrivait peu lui-même et laissait ses secrétaires le soin de copier ses vers, et ses imprimeurs hostiles aux accents et peu habitués les oubliaient parfois volontairement de suivre exactement les manuscrits. C'est pourquoi une réforme capitale a passé presque inaperçue. Ronsard publia son abrégé de l'art poétique et proclama dans la préface qu'il allait réformer l'orthographe. Il en résulta une régression d'accents rares et consonnes superflues nombreuses, anomalies inexpliquées. Certains auteurs utilisent l'accent intérieur, mais encore en petit nombre et pas toujours d'une manière suivie. À Bordeaux, Simon Miange, qui édita Montaigne, adopta en cédant aux instances de plusieurs personnages une orthographe simplifiée avec accent intérieur. Cependant, les écrivains en prose ne suivaient généralement pas la mode qui avait été adoptée par la plupart des poètes. Ronsard fut même vivement attaqué par Jean Lebon d'Autreville, médecin du roi. Les deux grammairiens dont les ouvrages furent au XVIe siècle les plus fréquemment imprimés, Pilot et Garnier, ne tiennent guère compte des nouveautés apportées par Sévillé et Ronsard. La réforme de Ronsard, qui entraîne la suppression du S, comme dans Nostre, fut appréciée plus qu'en France. Le célèbre imprimeur tourangeau Christophe Plantin, installé à Anvers, comprit dès ses débuts combien la simplification de l'orthographe serait utile aux Pays-Bas. En 1560, il adopta l'accent intérieur et dans la vie au lecteur d'une édition du Trésor des Amadis, il expose son nouveau système orthographique. On ne peut pas être frappé de voir combien l'orthographe de Plantin était supérieure à celle de ses contemporains. Il a malgré tout cédé à l'indifférence ou même à l'hostilité du vulgaire aux réformes. Puis Jean Weisberg publia des dictionnaires et d'autres ouvrages très préoccupés d'indiquer aux Flamands la façon dont chaque mot doit être prononcé. Tout en conservant la graphie qu'ils ont habituellement dans les livres, Jean-Louis Darcy était partisan d'une réforme orthographique radicale et fait un emploi très étendu des accents où il donne souvent l'ancienne forme à côté de la nouvelle pour faciliter la recherche des mots dans le dictionnaire. Les Elzévirs publièrent de nombreuses éditions de tous les grands classiques et le public s'habitua aux graphies nouvelles, si commodes. Les éditeurs français finirent par suivre le mouvement et suivirent au cours du XVIIe siècle l'orthographe elzévirienne. Une foule d'imprimeurs cherche à simplifier l'orthographe et à la mettre à la portée de tout le monde en remplaçant les consonnes superflues par des accents. L'Académie arrêta ce progrès et maintint ces mêmes consonnes afin de conserver une orthographe qu'elle croyait savante et de la mettre hors de la portée des ignorants et des simples femmes. Dans la langue actuelle, l'accentuation très utile à cause de la diversité des sons vocaliques de la langue française reste défectueuse. Tardivement introduite dans l'écriture, Estienne, qui a codifié notre orthographe, a été en même temps l'introducteur des accents. Ces signes complétant ainsi le système de cette graphie. L'Académie française, qui a généralement suivi l'orthographe d'Estienne, n'a tenu qu'assez peu compte des progrès que les imprimeurs avaient fait réaliser à l'accentuation, à l'imitation de Ronsard. Peu à peu, la langue française se dégage des règles de la phonétique ancienne et se crée une phonétique nouvelle purement française. La cédille a été empruntée à l'Espagne durant le Moyen-Âge. Corneille proposa d'utiliser l'accent grave sur E pour noter un E ouvert. L'Académie admit l'accent en 1740. Charles Beaulieu, Histoire de l'orthographe française, tome 1er, Formation de l'orthographe des origines au milieu du XVIe siècle, tome 2, Les accents. Merci.